Cette vidéo est financée par vos dons et disponible sous licence Creative Commons. N'hésitez pas à la partager, la réutiliser, la modifier, bref, vous l'approprier en accord avec la licence. Bon visionnage. Bien le bonsoir. Tout d'abord, dans cette première vidéo de 2021, je tiens à vous souhaiter une bonne année. 2020 a été compliqué, il faut le temps que ça se tasse, mais maintenant qu'on a un vaccin, il n'y a pas de raison, ça devrait s'arranger. Du côté des planètes, on a globalement plus que Mars à se mettre sous la dent, toutes les autres étant actuellement trop proches du Soleil. Mais le 24 janvier, Mercure atteindra son élongation max, elle sera donc visible dans les dernières lueurs du jour. Comme toujours, on attend évidemment que le Soleil soit couché avant de sortir les instruments. Du côté des constellations, nous allons regarder d'un peu plus près les Gémeaux dont j'ai parlé la lunaison dernière. Facilement identifiables grâce à Orion, il vous suffit de trouver leurs deux têtes bien brillantes, Castor et Pollux. Une fois les têtes identifiées, vous pourrez voir leur corps dessinés tels deux bonhommes bâtons se tenant la main. Reconnus depuis Ptolémée, la mythologie de cette constellation diffère chez les Grecs et les Romains. Pour les premiers, il s'agit de Castor et Pollux, oui ils ont le même nom que leurs deux étoiles principales, les frères d'Hélène de Troie. Mais pour les Romains, il s'agissait plutôt de Romulus et Rémus, les fondateurs de Rome. À côté du pied de Castor, comme shootant dedans, nous allons trouver l'amas M35. Cet amas est tout juste visible à l'œil nu dans un bon ciel, mais il vous faudra sortir les instruments pour pouvoir en séparer les étoiles. Et ainsi, vous pourrez découvrir juste à côté un autre amas plus petit, NGC 2158. En remontant vers le zénith, nous allons trouver un grand hexagone d'étoiles, le Cocher. Encore une fois, reconnu depuis Ptolémée, plusieurs mythologies sont disputées quant à l'origine de cette constellation. La plus couramment admise est la représentation d'Éryctonios. Né de la Terre suite à la tentative de viol d'Héphaïstos sur Athéna, la mythologie grecque. Cette dernière décida tout de même de s'en occuper. Enfin, s'en occuper signifie le mettre dans un coffre et donner le coffre à Pandrose, Aglore et Hercé, les filles de Cécrops, le fondateur et roi d'Athènes, en leur interdisant de regarder à l'intérieur. Évidemment, Aglore et Hercé désobéissent et poussent Pandrose à faire de même. Bref, Éryctonios est à présent connu du monde et finit par devenir roi d'Athènes après avoir démis Amphictyon qui avait usurpé le trône au successeur de Cécrops. C'est d'ailleurs à cette occasion qu'il créa le quadrige, le chariot tiré par 4 chevaux, c'est d'ailleurs pour cette invention et ses origines divines qu'il est placé dans le ciel à sa mort. Sur le bord extérieur de l'hexagone, du côté des Gémeaux, nous allons trouver M37, l'amas ouvert poivre et sel. Encore une fois, tout juste visible à l'œil nu dans un ciel pur, tout instrument fera parfaitement l'affaire pour pouvoir en profiter. En repassant à l'intérieur de l'hexagone, nous pourrons trouver NGC 1893, un amas ouvert en forme de Y. Là encore, tout instrument devrait pouvoir faire l'affaire pour détailler ses étoiles les plus brillantes, et pour les photographes, une nébuleuse en émission en arrière-plan pourrait faire un photobomb bien sympa. Le Cocher se balance sur la pointe d'une des cornes du Taureau, en effet l'étoile Elnat est partagée entre ces deux constellations. Le Taureau quant à lui est facile à reconnaître avec son œil rouge bien brillant, Aldébaran et sa tête constituée de l'amas des Hyades, d'où partent les deux cornes. Mais le plus intéressant dans le Taureau se trouve sur son dos, il s'agit de l'amas ouvert M45, plus connu sous le nom des Pléiades. Les 7 sœurs sont évidemment parfaitement visibles à l'œil nu, mais les instruments vous révéleront bien plus d'étoiles et commenceront à faire apparaître le nuage de gaz illuminé de la lumière bleue des étoiles alentour. La nébuleuse fera évidemment une cible de choix pour les photographes. Et pour finir, je ne peux évidemment pas faire l'impasse sur M1, la nébuleuse du Crabe, le magnifique rémanent de la supernova qui a éclaté en 1054 et a été documenté par les astronomes chinois. Lunettes ou télescope devraient vous permettre de l'observer sans trop de problèmes. Pour la Lune, nous allons regarder du côté du pôle sud, non loin du cratère de Tycho, pour trouver le cratère de Maginus. Il a été nommé d'après l'astronome et mathématicien italien Giovanni Antonio Magini. Il s'agit encore une fois d'un cratère ancien, bien érodé et comportant de nombreux cratères plus récents en son sein. Avec 194 km de diamètre et 4,3 km de profondeur, il ne devrait pas être trop difficile à identifier. Il sortira de la nuit lunaire au jour 8 et repassera le terminateur au jour 23. Niveau événements, c'est plutôt calme cette lune.
Il n'y a globalement que la Comet C2020 M3 Atlas à se mettre sous la dent. Elle se trouve toujours dans le cocher et va y rester toute cette lunaison. En revanche, elle perd maintenant rapidement en luminosité et ne sera bientôt plus observable qu'avec les meilleurs télescopes. Comme toujours, je remercie très chaleureusement les tipeurs et les utipeurs qui soutiennent la chaîne. C'est grâce à eux que je peux continuer à m'équiper et améliorer le contenu, en particulier pour les lives. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que je live dorénavant sur Twitch, l'adresse de la chaîne est en description. Évidemment, si la vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour booster sa visibilité, le petit pouce qui va bien, le commentaire qui fait toujours plaisir et le partage pour le plaisir de donner. Et sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à la prochaine lune.